Il y a des voitures qu'on achète, et il y a des voitures qu'on mérite. La Ferrari 250 GT Lusso était les deux simultanément, et c'est précisément cela qui la rendait si dangereusement désirable. 351 exemplaires, fabriqués à la main à Maranello, chacun une promesse d'acier, de cuir et de 12 cylindres rugissants. Aujourd'hui, elle change de propriétaire pour 2 à 3 millions d'euros, et personne qui en conduit une ne se demande une seule seconde pourquoi. Mais pour comprendre ce qu'était vraiment ce véhicule, il faut d'abord comprendre qui l'a construit et pourquoi. Enzo Ferrari détestait les voitures de route. Cela semble paradoxal pour un homme dont le nom semble aujourd'hui apparaître sur chaque voiture de sport rouge du monde, mais c'est la vérité. Pour Enzo, l'automobile était un engin de course, un outil de précision pour le combat sur circuit, pas un objet pour millionnaires dandys qui voulaient flâner le week-end sur les routes de campagne. Il dit une fois en substance qu'il méprisait ses clients parce qu'ils achetaient ces voitures comme bijoux, au lieu de les comprendre comme ce qu'elles étaient, des machines de course pour la route. Ses biographes le décrivent comme un homme qui préférait se tenir au mur des stands plutôt qu'au bureau, qui préférait discuter de temps autour plutôt que de chiffres de vente. Et pourtant, il construisait des voitures de route, année après année. Non par passion, mais par simple nécessité implacable. Car la course automobile coûte terriblement cher. Enzo était né en 1898 à Modène, en Émilie-Romagne, dans une région aujourd'hui connue comme la vallée des moteurs, là où Ferrari, Lamborghini, Maserati et Ducati ont leurs racines. Sa famille était simple, son père exploitait un petit atelier pour le chemin de fer. Enfant, Enzo avait un rêve, il voulait devenir pilote de course. Il survécut à la guerre, ses poumons restèrent affaiblis toute sa vie. Il perdit presque entièrement sa famille. Son père et son frère moururent de la grippe de 1917. Enzo revint de la guerre et trouva un monde en ruine. Il tenta de commencer chez Fiat. Fiat le refusa. Cette humiliation, il ne l'oublia jamais. Et on pourrait arguer que c'est précisément ce moment, ce rejet par la plus grande usine automobile d'Italie, qui mit en branle tout ce qui suivit. Enzo trouva un poste chez un petit constructeur, commença à courir, gagna des courses, devint pilote d'usine chez Alfa Romeo et fonda finalement en 1929 la Scuderia Ferrari, d'abord comme équipe qui préparait et engageait des Alfa Romeo. Il n'était pas un ingénieur brillant, comme il l'admit lui-même, mais il était un organisateur génial, un homme qui savait comment rassembler les meilleurs esprits autour de lui et les motiver. En 1947, 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Ferrari construisit la première voiture portant son nom, la 125S, avec un 12 cylindres 3 litres et une énergie que personne en Europe n'aurait cru possible à l'époque. Ferrari n'avait qu'un objectif, il voulait gagner. Le Mans, les 1000 millas, la Formule 1, tout. Et il gagna. Au début des années 60, Ferrari domina Le Mans 6 fois consécutives, de 1960 à 1965. Aucun autre constructeur au monde n'était même proche d'être aussi dominant à cette époque. Mais les victoires coûtent de l'argent. Moteur, ingénieur, circuit d'essai, pilote, et la mort de pilote n'était alors pas un événement rare. Wolfgang von Trips, la star allemande de Ferrari, mourut en 1961 au Grand Prix d'Italie à Monza, avec 14 spectateurs, quand sa Ferrari quitta la piste. Cet accident secoua toute l'Europe. Il secoua aussi personnellement Enzo Ferrari, qui avait déjà perdu en 1956 son fils Dino, mort à 24 ans de dystrophie musculaire. Deuil, culpabilité, pression de la course automobile et tension financière permanente, c'était le quotidien d'Enzo au début des années 60. Et dans ce contexte, dans ce mélange de douleur, d'ambition et de simples raisons économiques, naquit l'idée de la 250 GT Lusso. Il existait à cette époque une lacune dans le programme Ferrari. D'un côté se tenait la 250 GTO, la légendaire voiture de course qu'Enzo devait personnellement approuver pour chaque acheteur et pour laquelle on devait payer en Amérique 1800 $ de plus, si tant est qu'on en obtenait une. De l'autre côté se tenait la 250 GTE, une 4 places, confortable, relativement spacieuse, mais aux yeux des vrais enthousiastes presque trop bourgeoise. Entre les deux béait un espace pour une voiture qui soit rapide, qui soit belle, qui entoure le conducteur de toutes les commodités qu'un acheteur européen riche des années 60 attendait
et qui pourtant battent avec le cœur d'une voiture de course. Cet espace devait être comblé, et Enzo, aussi méprisait-il les voitures de route, comprenait son marché. Car sans l'argent de la vente de voitures de route, la Scuderia Ferrari n'aurait plus pu tourner un seul tour. Le calcul était simple et brutal. Les voitures de route financent les victoires en course. Les victoires en course font le nom vend des voitures de route. Un cycle, parfait comme un circuit bien tracé à Maranello. 4 modèles Ferrari offraient à ses clients en 1963. La Grande 400 Super America au sommet du programme, la 4 places 250 GTE pour millionnaires à sensibilité familiale, la 250 GTO pour le circuit, et le nouveau modèle qui était apparu comme prototype au Salon automobile de Paris en octobre 1962 et avait immédiatement causé le tumulte. La presse était essoufflée, les acheteurs faisaient la queue. Et Enzo Ferrari regardait depuis Maranello, froid et un peu amusé, comment les riches du monde s'arrachaient une voiture qu'il avait finalement construite pour payer ses équipes de course. Le prototype, auquel fut attribué le châssis 13849 GT, fut montré au Salon de Paris et se distinguait dans quelques petits détails des véhicules de série construits plus tard. Mais le concept de base était déjà parfait, presque inchangé, comme si on avait trouvé le juste du premier coup. Cela arrive rarement. Dans l'histoire automobile, cela arrive si rarement qu'il faut le remarquer. Le nom disait tout, Lusso, luxe. Pas Corsa, pas Competizione, pas Berlinetta Stradale, mais Lusso. Pour Ferrari, c'était une déclaration qui sonnait presque révolutionnaire. Une Ferrari qui ne pensait pas d'abord au circuit, mais au conducteur, à son confort, à son plaisir. Et c'est précisément là, dans ce léger déplacement de pensée, dans ce minuscule pivot du pur dogme sport automobile vers la joie de vivre, que commence l'histoire de la plus belle voiture qu'Enzo Ferrari ait jamais construite. On dit qu'une belle voiture doit être reconnaissable en 5 secondes. Pas 5 minutes, pas 5 heures, 5 secondes. Soit elle vous frappe immédiatement, soit elle ne vous frappe pas du tout. La Lusso frappa comme un éclair. Mais qui a allumé cet éclair ? Et comment naît en fait une forme qui, après 60 ans, est encore considérée comme parfaite ? La réponse se trouve à Turin, pas à Maranello, et elle porte un nom inscrit en lettres d'or dans l'histoire du design automobile. Battista Farina, dit Pinin, qui plus tard intégra officiellement son surnom dans son nom de famille et devint ainsi la légende Pininfarina. L'homme n'était pas un ingénieur au sens classique. Il était plutôt un sculpteur qui travaillait par hasard avec de la tôle. Dès les années 30, il avait conçu des formes qui semblaient des poèmes sur 4 roues. Ses ateliers à Turin n'étaient pas des halls d'usine, mais des ateliers d'un artisanat qui n'existait qu'en Italie. La collaboration entre Ferrari et Pininfarina avait commencé au milieu des années 50 et fut dès le départ plus qu'une relation d'affaires. Enzo et Battista se comprenaient d'une manière difficile à expliquer. 2 vieux piémontais, 2 hommes qui s'étaient élevés, 2 perfectionnistes qui savaient tous deux que le meilleur n'était jamais assez bon. Pininfarina concevait la carrosserie, Ferrari fournissait le cœur. Le résultat de ce mariage fut une série d'automobiles que le monde n'avait jamais vues auparavant. Pour la Lusso, cependant, Pininfarina fit quelque chose de remarquable. Il s'arrêta, il simplifia. À une époque où les designers tentaient de mettre toujours plus de lignes, toujours plus de chrome, toujours plus de volume visuel sur une voiture, Pininfarina prit le chemin opposé. La carrosserie de la Lusso est étonnamment retenue. Pas de plis superflus, pas de branchies décoratives qui ne refroidissent rien, pas d'agressivité gonflée. À la place, un long museau fluide, des ailes doucement courbées, un immense toit de verre qui baignait conducteurs et passagers de lumière, et à l'arrière, cette terminaison cambac brusquement coupée qui était aérodynamiquement non seulement belle, mais véritablement fonctionnelle. La Lusso fut le premier modèle Ferrari à porter un béquet arrière intégré, un élément aérodynamique qui sonnait alors encore comme course automobile et était presque révolutionnaire sur une voiture de route. Imaginez, 1962 et Pininfarina intègre déjà l'aérodynamique dans un véhicule de route, bien avant que le mot n'arrive dans la conscience du public. Particulièrement remarquable fut ce que Battista Pininfarina fit alors pour lui-même. Il fit construire sur le châssis 4335 GT
une version spéciale, un seul exemplaire qui se distinguait en plusieurs détails des véhicules de série. Phare recouvert, comme sur la California Spider, un capot plus long, une calandre différente, un tableau de bord avec disposition d'instruments conventionnels. Ce véhicule était sa voiture personnelle, son chef-d'œuvre pour son propre usage. Et cela dit tout. Quand l'homme qui avait conçu la carrosserie se fit construire lui-même sa propre version, il devait être tellement enthousiaste de sa création qu'il voulait la posséder. Qui ne pourrait pas comprendre cela? La production de la carrosserie fut assurée, comme pour presque toutes les Ferrari de cette époque, par la Carrozzeria Scaglietti de Modène. Sergio Scaglietti était un autre de ces géants artisanaux qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Un plombier de formation, devenu artiste parce qu'il ne voyait pas la tôle comme un matériau, mais comme une pâte à modeler. Son atelier se trouvait à quelques kilomètres seulement de l'usine Ferrari, et les deux entreprises étaient si étroitement imbriquées qu'on pouvait à peine les séparer. Scaglietti connaissait souvent les pensées d'Enzo avant qu'Enzo ne les formule lui-même. La carrosserie de la Lusso consistait dans sa structure de base en acier, ce qui lui donnait stabilité et poids. Mais les portes, le capot et le couvercle du coffre étaient fabriqués en aluminium pour réduire le poids total autant que possible. Le résultat, 1090 kg de poids total. Il faut voir cela dans le contexte. Un véhicule avec un moteur 12 cylindres, un intérieur de luxe entièrement équipé en cuir et bois, et pourtant, il pèse moins que beaucoup de petites voitures aujourd'hui. Ce n'était pas un hasard, c'était de la discipline. Discipline artisanale qui ne permettait aucun compromis. Les 4 phares ronds avant donnaient au véhicule un regard à la fois élégant et intense. Les passages de roues, doucement bombés, se fondaient sans couture dans les panneaux de porte. La ligne latérale montait légèrement à l'arrière, puis se terminait dans cette caractéristique fin cambac qui donnait au véhicule de derrière une énergie qu'on n'aurait pas nécessairement attendue d'une voiture de luxe. Et la surface vitrée était pour l'époque carrément extravagante. Le toit panoramique en verre, les fenêtres latérales triangulaires à l'arrière, la grande lunette arrière. On n'était pas assis dans cette voiture dans un cockpit. On était assis dans une serre de lumière entourée du paysage. Pour l'acheteur allemand du début des années 60, l'industriel de Düsseldorf ou l'armateur de Hambourg, c'était une expérience complètement différente de tout ce qu'offraient les constructeurs nationaux. Mercedes-Benz avait la 230 SL, élégante et fiable et très allemande dans son sérieux. Porsche avait la 312 Carrera, une voiture pour conducteurs qui le prenaient vraiment au sérieux. Mais la Lusso parlait une autre langue. Elle ne disait pas « je suis rapide », elle ne disait pas « je suis solide », elle disait « je suis belle et je le sais ». Et c'était en Allemagne à l'époque quelque chose d'inouï. Les années 50 et le début des années 60 en République fédérale étaient une époque de reconstruction, du miracle économique, de l'industrie démonstrative. On achetait une bonne voiture, une voiture fiable, une voiture allemande. Se déclarer ouvertement pour l'esthétique d'une voiture de sport italienne était presque un statement. Et c'est précisément pour cela que les acheteurs allemands de la Lusso étaient une sorte particulière de personnes. Assez riches pour ne pas avoir à expliquer ce qu'ils faisaient, et assez intelligents pour savoir qu'ils achetaient précisément de l'histoire de l'art. Structurellement aussi, la Lusso offrit une première dont personne ne parle presque aujourd'hui. Elle fut le premier modèle Ferrari à porter un emblème Pininfarina sur la carrosserie. Pas comme modeste petite plaque quelque part sur la baguette latérale, mais visible, fière, comme reconnaissance officielle de ce que ce partenariat avait créé. Après cela, cela devint tradition. Chaque Ferrari porta désormais le badge Pininfarina comme preuve de son origine, comme signe que le design n'était pas une affaire secondaire, mais une promesse centrale. 351 voitures, toutes construites à la main, toutes différentes dans d'infimes détails, parce que les artisans de Scaglietti n'étaient pas des robots, mais des humains avec leurs propres mains et leurs propres petites particularités. Aucune Lusso n'est exactement comme l'autre. Et c'est précisément cela ce qui aurait peut-être sonné à l'époque comme une insuffisance qui les rend aujourd'hui ce qu'elles sont. Des objets uniques, témoignages d'une époque où les automobiles ne naissaient pas encore sur des chaînes d'assemblage, mais sur des établis. On peut réfléchir longtemps à pourquoi certaines formes vieillissent et d'autres pas. Pourquoi la Lusso, aujourd'hui, plus de 60 ans plus tard, fait toujours l'effet d'une révélation, tandis que des contemporaines sont depuis longtemps oubliées.
Peut-être la réponse réside-t-elle dans ce principe de retenue que Pininfarina appliqua ici. L'omission du superflu, la confiance dans la pureté de la ligne. C'est, si l'on veut, une vertu profondément allemande. Et c'est peut-être la raison la plus profonde pour laquelle ce véhicule est vénéré en Allemagne jusqu'à aujourd'hui. Gioacchino Colombo n'était pas homme à aimer les projecteurs. Il était ingénieur, au meilleur sens du terme. Silencieux, précis, obsédé par les chiffres et proportions, par le ronronnement discret d'un moteur qui fait exactement ce qu'il doit faire. Et pourtant, son nom est inévitable pour quiconque s'intéresse à Ferrari. Car sans Colombo, il n'y aurait pas eu le 12 cylindres. Et sans le 12 cylindres, il n'y aurait pas eu Ferrari. C'est aussi simple que cela. L'histoire commença à l'été 1945, quelques mois seulement après que les formations de bombardiers alliés aient cessé de détruire l'Italie. Enzo Ferrari appela Colombo à Maranello, au milieu des ruines de la guerre, et lui demanda comment il construirait un nouveau moteur puissant. Colombo, qui avait auparavant conçu des Alfa Romeo, répondit sans hésiter. Il prendrait 12 cylindres. Enzo, racontent les témoins de l'époque, s'illumina comme un enfant à Noël. Il rêvait de 12 cylindres depuis des années. Depuis que jeune homme, il avait entendu la voiture de course Packard d'Antonio Ascari de 1916. Ce grondement profond, plein, presque musical, qu'aucun 6 ni 8 cylindres ne pouvait jamais reproduire. Ce que Colombo construisit alors fut un 12 cylindres en aluminium, avec 60 degrés entre les bancs de cylindres, refroidi par eau, avec un alésage de 73 mm et une course de 58,8 mm. Ces dimensions sonnent sèches, presque ennuyeuses, mais le génie résidait dans la géométrie. Colombo plaça les centres de cylindres à 90 mm les uns des autres, ce qui donna au moteur un potentiel de développement étonnant. Ce bloc pouvait grandir, il pouvait absorber plus de cylindrée, plus de puissance, plus de régime. Colombo ne construisit pas seulement un moteur. Il construisit une plateforme pour les 4 prochaines décennies. En 1950, puis 1952, la cylindrée grandit à 3 litres. Et ainsi naquit cette nomenclature que connaît jusqu'à aujourd'hui tout ferraristi. 250 cm3 par cylindre fois 12 cylindres égale 3 litres. C'était la Ferrari 250. Un nom qui ne sonne pas comme un nom de modèle, mais comme une déclaration mathématique. Et quelle déclaration c'était? Dans sa version route dans la Lusso, le moteur délivrait 240 chevaux à 7000 tours par minute et développait 241 Nm de couple. Cela semble peu aujourd'hui. Aujourd'hui, un SUV de classe moyenne fait plus de puissance avec 4 cylindres et turbocompression. Mais il faut imaginer 1963. Pas d'électronique, pas de direction assistée, pas de turbocompresseur, pas de programme de stabilité, pas d'airbag. Mécanique brute, physique brute, plaisir de conduite brute. Et dans ce contexte, 240 chevaux à partir de 3 litres de cylindrée était quelque chose qui enseignait tout simplement la peur à la concurrence. Qui étaient ces concurrents? Jaguar venait de présenter en 1961 la Type E, une voiture qu'Enzo Ferrari lui-même aurait qualifiée de plus belle voiture du monde. Ce qu'Enzo Ferrari n'a bien sûr jamais confirmé officiellement, mais qui aurait correspondu à sa personnalité ironique. La Type E était plus puissante, plus large, plus bruyante dans sa théâtralité. Mais elle n'était pas une Lusso, elle n'était pas une Grand Tourisme au sens strict. Elle était une voiture de sport qui fonctionnait par hasard aussi sur route, et c'est une différence fondamentale. Aston Martin, de son côté, avait la DB5, la voiture de la lèvre supérieure raide et du whisky soigné, symbole de l'establishment anglais des années 60 et devenu immortel par son apparition aux côtés d'un certain agent secret britannique. La DB5 était brillante, élégante et sacrément britannique. Mais son 6 cylindres en ligne, aussi raffiné fut-il, ne pouvait tenir la chandelle au champ 12 cylindres du moteur Colombo. Un 6 cylindres bourdonne, un 12 cylindres chante. Et c'était précisément la différence décisive. Pas le nombre de chevaux, pas le quart de mile, pas la vitesse maximale de 241 km/h qui faisait de la Lusso le véhicule de route le plus rapide de son temps. Mais l'expérience sonore. 6 doubles carburateurs Weber, une pompe d'injection pour chaque cylindre, le mélange parfaitement dosé à chaque rotation.
Le Colombo 3 litres dans la Lusso produisait en montant dans les tours un bruit que les conducteurs décrivaient comme physique. Ce n'était pas fort, c'était précis. C'était un crescendo qui sonnait presque retenu au bas régime pour se transformer à 5 et 6 000 tours en quelque chose qu'on n'entend plus mais qu'on ressent. Et ce qui est encore plus remarquable, ce même moteur exact, dans une version haute performance bridée à 300 chevaux, avec 6 carburateurs Weber et position des bougies modifiées, battait dans la GTO, la sœur de course de la Lusso. Le même bloc Colombo, qui la semaine transportait des industriels de Francfort et des millionnaires de Genève sur l'autoroute, était le week-end sur le circuit de la Sarthe au Mans et gagna 3 fois les 24 heures. Aucun autre constructeur au monde ne pouvait prétendre cela, que ses moteurs de course et ses moteurs de route sortaient du même moule, littéralement. C'était l'idée marketing la plus géniale d'Enzo, même s'il ne l'aurait jamais qualifié de marketing. Quand un moteur GTO gagnait Le Mans, alors le riche armateur de Hambourg achetait la Lusso et savait qu'il avait en principe le même battement de cœur sous le capot. Ce n'était pas un mensonge publicitaire, c'était la vérité. Et c'est précisément pour cela que Ferrari pouvait demander des prix qu'aucun autre constructeur n'aurait osé rêver. Colombo lui-même ne vécut ce triomphe que de loin. Il avait quitté Ferrari en 1950, bien avant que la Lusso naisse. Il travailla ensuite pour Maserati, pour Bugatti, pour MV Agusta. Mais son héritage resta à Maranello, développé par d'autres mains, raffiné mais dans son essence intacte. Quand il mourut le 27 avril 1987 à Milan, des Ferrari avec son principe de base roulaient dans les showrooms du monde, 40 ans après la première conception. Ce n'est pas un succès, c'est l'immortalité. Imagine, nous sommes en 1963, tu es Steve McQueen, tu viens de jouer dans Les 7 mercenaires et La Grande Évasion, 2 films qui ont fait de toi l'homme le plus cool d'Hollywood, et tu le sais. Et ta femme, Neil Adams, t'achète pour ton anniversaire une Ferrari Lusso. Châssis numéro 4891, peinte dans un rare brun métallisé que McQueen a lui-même choisi, parce qu'il trouvait que la voiture était plutôt une créature élégante qu'une pièce d'exposition criarde, et le rouge ne lui rendrait pas justice. Et il avait complètement raison. McQueen n'était pas quelqu'un qui possédait des voitures, il vivait avec les voitures. Il comprenait la mécanique d'une manière que la plupart des acteurs ne comprendraient jamais, parce qu'il conduisait lui-même, courait lui-même, réparait lui-même. Son garage n'était pas un showroom, mais un atelier de l'âme. Et la Lusso devint sa voiture quotidienne, le véhicule avec lequel il longeait la côte californienne, avec Neil sur le siège passager et son ami, le photographe William Claxton, probablement quelque part derrière. Ces trajets sont documentés, dans les photographies de Claxton, dans les souvenirs, dans cet éclat particulier qu'obtient une voiture quand un être exceptionnel l'aime. Mais alors commença le problème. Le 12 cylindres Colombo de la Lusso, aussi magnifiquement qu'il sonnait, avait une faiblesse connue. Lors d'accélérations dures, il produisait de fortes émissions de fumée et autour de 3700 tours par minute, il vibrait d'une manière qui usait le conducteur à la longue. McQueen fit réparer le moteur plusieurs fois. Le problème persista. Et McQueen, un homme qui n'acceptait aucun compromis, vendit la Lusso en 1967. 4 ans il l'avait conduite, puis c'était fini. La voiture disparut ensuite dans la longue histoire silencieuse des mains privées. Un propriétaire nommé Tom Sherwood la reprit en 1973. Puis elle changea encore de propriétaire, puis encore une fois. Et elle atterrit finalement dans les années 90 chez un homme nommé Michael Regalia de Thousand Oaks en Californie, un restaurateur professionnel qui avait dédié sa vie à ressusciter des automobiles mourantes. Regalia voulait cette voiture avec une intensité qu'il pouvait à peine expliquer lui-même. Il négocia 2 ans avec le propriétaire précédent. 2 ans. Puis la Lusso lui appartenait. Ce qui suivit ne fut pas un projet de restauration, ce fut une obsession. Regalia démonta le véhicule jusqu'à la coque de carrosserie nue, le soi-disant tube, le corps nu sans aucun élément rapporté. Rien que les travaux de métal durèrent plus d'1 an. La restauration totale s'éleva à 4000 heures de travail. 4000. Calculez rapidement, c'est avec une semaine de 40 heures, 100 semaines de travail. Presque 2 années professionnelles complètes, juste pour une seule voiture.
Et Regalia la repeignit dans le brun métallisé original que McQueen avait jadis choisi, parce qu'il disait faire confiance aux décisions du roi du cool. Le résultat fut vendu aux enchères chez Christie's à Monterey, le Pebble Beach du monde des enchères, le lieu où histoire automobile et argent se rencontrent comme nulle part ailleurs sur Terre. Et le résultat fut 2,3 millions de dollars. Sans la connexion McQueen, la même voiture aurait peut-être atteint 1 million. Avec elle, c'était plus du double. On appelle cela le facteur McQueen, le chiffre invisible qui multiplie un objet dès que les bonnes mains l'ont touché. Et ainsi commença quelque chose de grand sur le marché des Ferrari 250. Car si une Lusso avec histoire McQueen peut rapporter 2,3 millions, alors que rapporte une GTO? Que rapporte une California Spider? Les réponses ne se firent pas longtemps attendre. Provenance de plus en plus minutieusement recherchée, historique de véhicules méticuleusement entretenus, certificat de Ferrari classique, tout cela devint dans les années suivantes la monnaie dans un marché qui n'était plus seulement porté par des amateurs, mais aussi par des investisseurs. La Lusso était au milieu de ce changement, presque malgré elle. Elle n'avait jamais été construite comme investissement. Elle avait été construite comme joie, et maintenant, elle était les deux. Ce qui me touche jusqu'à aujourd'hui dans tout cela, c'est ceci. Regalia dit lui-même qu'il n'avait pas restauré la voiture pour gagner de l'argent. Il l'avait restaurée parce qu'il l'aimait et parce qu'il voulait qu'elle atterrisse là où elle devait être, chez quelqu'un qui la méritait ou dans un musée. C'est une attitude qu'on trouve à peine encore aujourd'hui, et elle dit en fait plus sur la Lusso que n'importe quel chiffre. Certaines voitures attirent de telles personnes. Certaines voitures font de propriétaires des gardiens. La Ferrari 250 GT Lusso en est une. À la fin de l'été 1964, sortit la dernière Ferrari 250 GT Lusso du site de l'usine à Modène. 350 voitures en 18 mois. Puis le silence. Pas de fête d'adieu officielle, pas de rendez-vous de presse, pas d'éloge funèbre. Chez Ferrari, on ne pleurait jamais, on continuait. Ce qui vint ensuite fut la 275 GTB, une successeur avec 3,3 litres de cylindrée et jusqu'à 320 chevaux, plus rapide, plus agressive, techniquement plus avancée. Et pourtant, beaucoup eurent le sentiment qu'avec la Lusso, quelque chose avait disparu, qu'on ne pouvait simplement remplacer par plus de cylindrée. La 275 était une voiture formidable, mais elle n'était pas un poème. La Lusso était un poème. Ce que ce véhicule a laissé au monde automobile va bien au-delà de Maranello. Et ici, entre en jeu un aspect que presque personne ne mentionne, la réaction de la concurrence. Ferruccio Lamborghini, le fabricant de tracteurs de Sant'Agata Bolognese, possédait plusieurs Ferrari 250. Il était acheteur, admirateur et, comme le montre l'histoire, client profondément frustré. Quand il interpella personnellement Enzo Ferrari sur des problèmes avec l'embrayage de son véhicule, Enzo l'aurait éconduit en substance avec « Que comprend un fabricant de tracteurs aux voitures de sport ?» Cette humiliation, dont Lamborghini lui-même raconta toujours, fut le déclencheur direct de la fondation d'Automobili Lamborghini en 1963, exactement l'année où la Lusso entra en série. Imaginez une Ferrari qui donna naissance à Lamborghini. L'ironie de l'histoire automobile ne connaît pas de limite. Et Porsche, les Stuttgartois regardèrent très précisément ce que Ferrari faisait avec le concept de grand tourisme. La Lusso prouva que sportivité et praticité quotidienne ne devaient pas être contradictoires, qu'un acheteur ne devait pas choisir entre confort et plaisir de conduite. Cette leçon afflua directement dans le développement de la Porsche 911 qui fut présentée la même année 1963 au salon IAA de Francfort. Aucun ingénieur de Zuffenhausen ne l'admettrait jamais officiellement, mais la coïncidence temporelle et le parallèle conceptuel parlent d'eux-mêmes. Enzo Ferrari lui-même vécut la fin de sa propre ère à sa manière. En 1969, il vendit la majorité de Ferrari à Fiat, fatigué, financièrement épuisé et sachant qu'il ne pouvait plus tenir seul. Ce fut une décision amère pour un homme qui toute sa vie n'avait demandé à personne. Il garda le contrôle du département course, mais l'entreprise ne lui appartenait plus tout à fait. Quand il mourut le 14 août 1988 à Maranello, à 90 ans, il avait vu de ses propres yeux comment ses voitures passaient d'outils à icônes, d'engins à œuvres d'art, de moyens à fin en soi. Si cela lui plut n'est pas rapporté. Probablement pas. Mais voici l'étonnant.
le magazine Sportscar International choisit la Lusso en 2004 à la 10e place des meilleures voitures de sport des années 60. Pas la GTO, pas la Testarossa, la Lusso. La voiture qu'Enzo avait construite comme moyen de financer la course atterrit dans une liste des 10 automobiles les plus importantes de sa décennie. Et aujourd'hui, plus de 60 ans après sa création, la nouvelle Ferrari GTC4 Lusso porte son nom, parce qu'aucun autre nom dans l'histoire de Maranello ne représente aussi clairement la promesse que Ferrari peut faire. Rapide, belle et enveloppée du meilleur cuir que l'Italie a à offrir. 350 voitures, 18 mois de production et une répercussion qui dure jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas l'histoire d'une voiture, c'est l'histoire d'une idée qui était plus forte que le métal dans lequel elle fut coulée. Si cette histoire vous a plu, laissez un pouce en l'air car cela nous aide énormément. Écrivez dans les commentaires quelle Ferrari des années 60 serait votre voiture de rêve, la Lusso, la GTO ou la California Spider. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire. On se retrouve la prochaine fois.